on a un quart d'heure là pour essayer de prendre une série de questions, d'éclaircissements ou de rebondissements sur l'exposé ou le texte. On va les prendre par grappe. Je ne sais pas qui va être la personne qui va amorcer le tour. Si vous pouvez vous présenter juste votre nom et votre institution. Vous voulez prendre la parole? Je crois qu'il y a un micro pour merci madame. Donc juste essayer d'être succinct pour qu'on puisse avoir un peu un temps d'échange. Non, je disais bonjour à un voisin, mais j'en profite. Très bien. Puisqu'on me donne la parole, j'en profite quand même pour poser la question. Vous parlez de politique publique. Vous parlez de politique publique. Est-ce que vous avez intégré dans vos réflexions les politiques agricoles, politique de marché, politique de régulation des agricoles, ce qui est dans un ordre du jour complètement chargé actuellement par rapport aux questions qui sont posées au niveau international? Merci beaucoup. Voilà, donc comme ça. D'autres. Donc il y a Benoît et Olivier. Bonjour, c'est Olivier Genard de l'ONG Île-de-Paix. Je voudrais savoir si dans vos réflexions, vous avez intégré la typologie des exploitations familiales pour distinguer les situations de conseil agricole entre exploitations de petite, moyenne et grande échelle. Monsieur Fèvre-Dupègre, je crois, là-bas tout au fond. Bonjour, je suis de l'AFD. Je voulais juste savoir, au-delà de ce qui a été dit sur l'aspect qualitatif ou quantitatif, mais très général, est-ce qu'on peut avoir quand même des chiffres un petit peu sur ce que ça coûte du conseil agricole, avec des références au nord, au sud? Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir ça? Un dernier bras levé là-bas tout au fond, et puis on vous passera la parole pour... Ok, bonjour à tous, c'est Sena Adessou, je viens du Togo, Inades Formation Togo. Donc je voulais tout d'abord dire merci aux deux communicateurs et poser la question de savoir si vous avez aussi regardé lors de cette réflexion les interfaces qui peuvent exister entre le conseil agricole et la création de l'emploi, parce que c'est aussi un aspect capital, puisque vous avez touché du doigt à la question des jeunes. Pour nous, c'est important aussi de réfléchir à comment on intègre les jeunes dans le conseil agricole en termes de création d'emplois. Voilà. Merci. Peut-être je laisse les collègues, parce qu'après la liste va être vraiment trop longue, avoir des retours de synthèse. Et on essaiera de prendre une deuxième série de questions, comme il y avait beaucoup de bras levés. Alors sur la première, sur politique publique, en fait, ce qu'on a essayé de présenter dans le rapport, notamment, c'est quels sont les pays qui ont aujourd'hui une stratégie spécifique de conseil agricole qui ne soit pas diluée dans une stratégie plus large sur le développement de l'agriculture. Et ce qui nous semble important, c'est qu'il y ait une stratégie spécifique sur le conseil agricole. Ça ne peut pas être juste dilué. On peut prendre le cas du Mali. On a en 2006 la loi d'orientation agricole qui a été promulguée, qui précise qu'il doit y avoir un système national de conseil agricole, une stratégie nationale de conseil agricole élaborée. Et depuis, en fait, on n'a toujours pas cette stratégie nationale de conseil agricole. Donc ce qu'on a indiqué un peu dans le document, c'est qu'elles sont finalement qu'il y a des pays qui ont une stratégie spécifique, d'autres qui n'ont pas de stratégie spécifique. Et après, on a aussi précisé finalement pour les pays qui ont une stratégie spécifique, comment est-ce qu'elle a été élaborée? Est-ce qu'elle a été élaborée de façon concertée avec la profession agricole ou pas? Ce qui nous semble être le deuxième élément. Ok. Alors, je réponds aussi à la deuxième. Alors, sur la typologie des exploitations familiales. Alors, effectivement, quand on a présenté cette espèce de tableau, peut-être pas très lisible, avec toutes les formes de conseil, ce qu'on en a indiqué en dessous, c'est que finalement, la porte d'entrée, quel est le besoin de conseil prioritaire, il va être dépendant de 3 facteurs principaux. Le type d'exploitation agricole, est-ce que c'est une exploitation familiale, est-ce que c'est du patronat, enfin bref. Donc
le premier questionnement, c'est quel type d'exploitation agricole. Le deuxième questionnement, ça va être quel type de filière. Et suivant si on est sur des grandes filières d'exportation, sur des filières vivrières plus locales ou sur des filières de commercialisation mais locales, on n'aura pas les mêmes besoins. Et le troisième élément important, c'est est-ce que le milieu paysan est structuré ou pas. Et en fait, si on a des organisations paysannes ou pas, on ne va pas avoir les mêmes besoin de conseils. Et ce qu'on a bien vu, c'est que dans certains cas, la meilleure porte d'entrée doit être du conseil de gestion à l'exploitation. Dans d'autres cas, la meilleure porte d'entrée, ça va être du conseil de gestion à l'OP. Dans d'autres cas, ça va être peut-être de la vulgarisation technique agricole. Et effectivement, le type d'exploitation agricole est l'un des trois éléments à prendre en compte. Donc, sur l'aspect combien coûte le conseil? Alors en France, j'ai aucune idée. Peut-être que Valentin pourra nous éclairer, mais c'est même pas sûr qu'on ait des chiffres. Ce qu'on avait fait il y a déjà une dizaine d'années, qu'on avait travaillé sur le premier séminaire un peu de capitalisation à Boïcon, on était sur des projets. Dans le cadre de projets, on était sur de la base. Alors je parle en euros, 450 € par producteur et par an pour faire tourner un dispositif de conseil type conseil à l'exploitation familiale, ce qui était hors de portée de tout agriculteur dans les zones, de la grande majorité des agriculteurs dans les zones où on intervient. Et on avait fait un peu des spéculations où certains partenaires, collègues avaient dit on pourrait descendre en passant par des systèmes de relais paysans à 150 € par an et par producteur, par exploitation agricole. Donc on n'a pas vraiment réactualisé ces chiffres à ma connaissance, mais ce qu'on est sûr, c'est que quand on demande déjà 15 €, 10 000 francs CFA à un agriculteur comme contribution directe à du conseil, c'est toujours assez compliqué de les récupérer, pas simplement pour des questions de revenus, mais aussi des questions je dirais, les projets ayant déversé tellement d'argent et donné des perdièmes aux paysans, ça devient compliqué, quoi. Pour la question de l'INADES, alors c'est une question intéressante d'un point de vue purement technique. Si le conseil agricole est suffisamment performant, on peut arriver à développer à la fois les performances des exploitations, arriver à intégrer des projets peut-être plus structurants, qui permettent d'intensifier sur peu de surface et qui permettent de fournir de l'emploi à des jeunes, que ce soit les enfants des agriculteurs ou des jeunes salariés. Ça c'est un peu de la théorie. Après, ce qu'on voit sur le terrain, ce qui est le plus intéressant, la seule intervention vraiment importante, c'est l'appui à l'installation des jeunes agriculteurs. Mais c'est des projets qui sont relativement coûteux parce qu'il y a la question foncière. Là, c'est plutôt un préalable, mais ils sont coûteux par pas seulement par le paiement d'un salarié ou d'un conseiller qui va les aider dans leur installation, mais par aussi l'investissement qu'on amène dans ces projets, que les projets amènent pour construire un bâtiment d'élevage, même s'il est modeste, ou pour développer une activité. Et on ne s'est pas vraiment posé la question de est-ce qu'il faut, dans ces dispositifs de conseil, faire des distinctions entre jeunes, femmes et plus anciens. Et en fait, on accueille un peu tout le monde. Mais on ne s'est pas vraiment, à ma connaissance, on n'a pas vraiment développé, on n'a pas vraiment demandé aux jeunes agriculteurs, aux plus jeunes, comme on pourrait, du type en s'appuyant sur des syndicats de jeunes quand il en existe, est-ce qu'il faut développer des dispositifs spécifiques à ces jeunes? Merci. Peut-être on reprend 3 questions juste pour faire la transition. Donc il y a Christophe, monsieur et madame. Merci. Moi j'ai trouvé très intéressante la proposition d'intégration ou le fait de souligner l'importance et la valeur de cette diversité de dispositifs, d'objectifs, de méthodes, de postures. Et à la fois, ça me pose une question, c'est-à-dire on sait que les dispositifs, chacun des types de dispositifs, de postures, etc., aucun de dispositif n'est neutre. Chacun a ses objectifs, selon qui le porte, qui le conduit, etc., etc. Si on parle aujourd'hui de relancer le conseil agricole, quelles seraient vos recommandations en termes de priorité? C'est tout le système et tous les dispositifs sans priorité, ou pensez-vous qu'au regard de certains enjeux que connaissent les agricultures familiales ouest-africaines, il y aurait peut-être des dispositifs à privilégier plutôt que d'autres?
Oui. Je suis Christophe Chauveau, je suis d'Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Pardon. Madame qui avait levé le doigt. Enfin, la main, pardon. Bonjour, Khadija, fondatrice d'une marque de cosmétiques plus dans les soins et maquillage pour peau mate et métissée. Je vais juste souligner moi deux choses, en fait, parce que j'en ai pas entendu parler. L'agriculture biologique, parce qu'aujourd'hui, par exemple, si je parle du Sénégal, pour y avoir été pendant quand même une bonne année, les matières premières n'ont pas de réglementation ni de certification pour pouvoir quand même les utiliser, parce qu'on parle quand même d'une filière des cosmétiques qui fournit pas mal de matières premières très, très, très prisées aujourd'hui, de nos jours. Et je pense qu'une réglementation quand même sur ce point-là serait la bienvenue. Donc, c'était la première partie. La deuxième partie aussi, c'était tout ce qui concerne comment on cultive, nous, nos champs. Aujourd'hui, est-ce que nos produits, on peut en être sûr que c'est du naturel? Est-ce qu'il n'y a pas encore cette présence de pesticides? Tout ce qui peut être quand même nuisible à notre santé aujourd'hui, parce qu'on parle de l'alimentation, on parle de toutes choses qu'on peut manger et mettre sur notre peau. Donc, je pense que l'Afrique aussi peut être très concernée aujourd'hui sur ces problématiques-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y avait une demande de parole devant, ici. Ça sera des points aussi sur lesquels on reviendra après. Donc, j'allège un peu l'agenda des... Bonjour à tous. Merci pour votre intervention. Riyad Mostefa, Groupe Roulier. Donc moi, je voulais revenir sur la question du développement de notre agriculture africaine et de vous dire, vous avez parlé donc d'acteurs privés et de firmes et d'entreprises privées qui, elles, intervenaient sur la partie conseil. C'est le cas de mon groupe. Et il est important pour nous d'intervenir sur la partie conseil pour l'usage de nos produits. Mais j'aimerais savoir si vous ne considériez pas que le conseil doit d'abord passer par des exploitations importantes. Parce que comme vous l'avez dit, on a des exploitations en Afrique qui font une moyenne de moins d'un hectare. Donc il est extrêmement compliqué pour des acteurs comme nous d'intervenir et de conseiller des exploitants de faible importance ou avec des tailles d'exploitation extrêmement faibles. Donc est-ce que vous ne penseriez pas qu'il faut agir sur ces grosses exploitations et que c'est avec eux qu'on va pouvoir développer l'agriculture africaine? Merci beaucoup. Bon, le débat commence avant même les études de cas, hein, donc à vous de jouer. Alors sur la question concernant l'intégration des différents dispositifs et les priorités, en fait, effectivement, c'est une question qu'on s'est posée, mais en fait, on n'a pas envie de donner une priorité qui serait valable pour tout le monde. Et je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. En fait, ça dépend tellement du type d'exploitation, du type de filière et de la structuration des OP, que dans certains cas, la priorité, ça va être du conseil de gestion. Dans d'autres cas, ça sera autre chose. Enfin, on faisait un travail au Maroc sur des exploitations laitières où, en gros, ce que l'on a constaté, c'est que ces exploitations laitières qui étaient membres d'une coopérative, d'une filière très intégrée sur le lait, en gros, elles étaient arrivées aux limites du conseil technique. L'enjeu n'était plus du conseil technique, l'enjeu, c'était beaucoup plus du conseil de gestion, d'articuler ce conseil de gestion au contrôle laitier pour après pouvoir rebondir sur du conseil technique. Et à ce moment-là, la porte d'entrée, ce serait le conseil de gestion, c'est ça qui faisait sens. Alors que dans d'autres cas, c'est différent. Donc non, en fait, on n'a pas donné une priorité, ça dépend des cas par cas. Je vais donner un autre élément de réponse en fait, sur un travail qu'on a fait au Niger, où l'État nigérien donc, voulait relancer son dispositif de conseil agricole. Et donc, on s'est posé la question, donc, comment on fait? Lorsqu'on a constaté sur le terrain cette diversité de dispositifs existants, cette richesse des démarches et tout ça, en fait, on s'est dit, on n'a pas de raison d'en valoriser une plutôt qu'une autre. En fait, chaque dispositif a un avantage comparatif sur un sujet, et à la limite, chaque dispositif a le droit d'exister. Maintenant, l'État nigérien veut relancer son conseil. Et le biais ou la stratégie qui a été adoptée, c'est de dire finalement, au Niger, on a besoin d'une agence de promotion du conseil agricole qui coordonne tous ces dispositifs de conseil. Ce n'est pas une agence qui fait elle-même du conseil, elle n'a pas de conseiller, donc elle est très faiblement dotée en ressources humaines, mais elle va animer, coordonner tous ces dispositifs de conseil et essayer de valoriser les avantages comparatifs de chacun.
Autre élément, dedans, on a une gouvernance mixte pour essayer que la profession agricole, que le secteur privé, que l'État puisse s'exprimer. Et cette stratégie nationale du Conseil agricole au Niger, en fait, elle est déclinée région par région, parce qu'on est bien conscient que finalement, dans chacune des régions, on peut avoir des priorités différentes. Et donc, non, en fait, on n'a pas identifié une priorité, on a identifié des enjeux, et puis différentes façons de les traiter, mais pas une priorité. On n'a pas, on ne va pas dire à l'AFD, le conseil de gestion que vous faites depuis 20 ans, 30 ans, c'est ça la bonne porte d'entrée, c'est ça qu'il faut faire. Oui, 1 minute par question. Donc, sur la partie production biologique au Sénégal, bon, cette production, elle existe, mais je pense qu'il n'y a pas de certification de la production biologique au Sénégal, de l'agriculture biologique, mais c'est en chantier, ça pourrait arriver bientôt ou dans l'année qui vient. Donc on ne connaît pas encore bien la réglementation, elle est en cours d'instruction, mais je pense, sauf erreur de ma part, que les produits cosmétiques, il n'y a pas de label bio pour les produits cosmétiques, mais il n'y en a pas non plus en Europe. Ah bon. Donc après, le problème, c'est ça, c'est soit vous vous appuyez sur un label européen ou américain, mais ça va vous coûter cher en certification, soit vous œuvrez à l'émergence de labels africains. Et donc, pour l'instant, ils sont très rares et je vous dis, on en parle dans beaucoup de pays, mais on n'a pas encore, peut-être à part l'Afrique du Sud, je ne pense pas qu'il y en ait dans les autres pays. Même au Maroc, ça va aussi arriver, mais c'est encore très, très balbutiant. Après, sur la question des pesticides, on va en reparler en conclusion. Oui, c'est un des enjeux du Conseil et de l'intérêt de revenir à des choses un peu basiques comme la vulgarisation, la formation de base. Beaucoup de techniciens, même les techniciens supérieurs, apportent de la confusion quand ils apportent des informations sur les types de pesticides. Ils confondent fongicides, insecticides, ils ne connaissent pas la dangerosité des matières actives. Et là, il y a un gros travail. Mais il y a un gros travail là où il y a une intensification, là où on utilise ces produits. Donc, comme disait Christophe, c'est des pôles. C'est le maraîchage, un peu en zone cotonnière, et en zone de savane et cotonnière, les herbicides qui sont devenus qui se sont élargis à une vitesse incroyable. Tout le monde connaît les herbicides et le glyphosate dans ces régions sans qu'on ait pris du recul. On essaye de prendre du recul en Europe, mais en Afrique, pour l'instant, tout le monde crie au miracle parce que ça allège le travail, en particulier des femmes, ça allège le travail du sarclage. Sur le développement, sur l'importance qu'on devrait accorder aux grandes exploitations, je dirais oui et non. On a un exemple assez frappant, c'est l'arrivée du goutte à goutte dans les petites exploitations maraîchères au Sénégal, qui a été favorisée non pas par une intervention pilotée par quelqu'un, c'est simplement les ouvriers qui travaillent dans des grandes exploitations d'exportation de haricots verts ou de tomates cerises qui utilisaient du goutte à goutte. Et ces ouvriers, quand le matériel est usé, ils le ramènent chez eux et c'est comme ça que le transfert de technologie s'est fait et ça marche relativement bien. Après, je dirais, donc comme disait Jean-Louis, nous, on est plutôt engagés dans une modernisation, entre guillemets, dans une professionnalisation de l'agriculture familiale. Donc on veut aussi travailler sur des zones marginales et pas toujours travailler sur des situations où les gens peuvent se payer déjà peut-être des experts, des bureaux d'études, du conseil. Je prends l'exemple, alors peut-être c'est compliqué, mais j'étais à Madagascar, par exemple, une société comme Avamad qui exporte du jus de fruits bio en Europe. Donc ils ont besoin vraiment d'un conseil de qualité parce que là, ils sont certifiés EcoCert. Il faut vraiment apporter le bon conseil aux producteurs d'ananas ou de fruits de la passion. Ils ont pris le temps de monter 4 coopératives pour 300 producteurs. Et leur interlocuteur, ce n'est pas les 300 producteurs, c'est les 4 coopératives qui ont des salariés. Donc là, on arrive dans un cercle vicieux où on crée des compétences localement. Évidemment, je comprends bien qu'une firme privée ne va pas avoir 300 petits producteurs. Voilà. Merci beaucoup.